Anna, Bonjour. ça va? Ça va et C'est toi? bien, content, très content de te voir et merci de m'accueillir chez toi dans cette maison magnifique au sein de Et plein de Montpellier souvenirs. et beaucoup de souvenirs. Hein. Beaucoup de Voilà, je souvenirs. regarde autour de chez toi, donc il y a, bon, du coup, bien sûr, donc c'est Yersin partout dans ce salon, mais Mhm, aussi des Vietnamiens que je connais aussi, hein. bien sûr. Pham Sanh Châu, Dương Chi Dũng, Voilà. hein, tous les ambassadeurs du Vietnam en France. Oui, cette maison a reçu beaucoup de personnes qui ont un lien avec la France et le Vietnam. Ouais. Et en particulier Raymond Aubrac, qui a été notre parrain d'honneur fondateur de l'association Adali et qui nous a quittés, mais à qui je dois vraiment un profond respect et reconnaissance. Ok. Bon, mais écoute, je voudrais avoir cette conversation avec toi parce qu'en fait, nous, on s'est connus grâce à ton association Adali Hmm? et on s'est rencontrés pour la première fois, je pense qu'enfin c'était en 2013 au Vietnam, à Nha Trang. Oui. Et ça, c'est aussi le moment où je découvrais l'image de Yersin. Mhm. Et lorsqu'on parle d'Anna, de Montpellier, ça représente aussi le pont d'amitié franco-vietnamienne. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu sur ton cursus, pourquoi tu es là à Montpellier depuis une soixantaine d'années? Oui, Et, depuis et, 1961. et voilà, donc, quel est le contexte et la route qui t'amène Voilà. à Montpellier? Et après, on va parler bien sûr de Yersin, parce que ça, c'est vraiment notre intérêt commun. D'accord. Ben, voilà, je suis née à Dalat. Et j'ai fait mes études au lycée Yersin de Dalat. Et par la suite, à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu mon baccalauréat au lycée Yersin, le pasteur Daniel Bordreuil a dit à mon grand-père, le pasteur Paul Richardson, et à mon père, si vous voulez qu'elle fasse médecine, choisissez Montpellier. La faculté de médecine de Montpellier est la plus célèbre et la plus compétente. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à partir à Montpellier. C'était quand ça? C'était en quelle année? En 1961. 1961. Donc avant c'était pendant la guerre quoi. Hein? Ouais. Et à cette période-là, je suis partie à Montpellier, j'ai fait mes études de médecine. Et par la suite, la carrière euh, s'est poursuivie par 16 années de coopération en Tunisie, dans le cadre de la coopération franco-tunisienne. Donc j'ai été médecin à Gabès, à l'hôpital de Gabès, puis à la faculté de médecine de Sousse, au département de médecine communautaire. Donc tu as enseigné voilà, là-bas? J'ai enseigné, et on était en coopération avec une équipe canadienne, en particulier avec Rénal Pinault, quelqu'un que j'admire beaucoup et le concept de médecine communautaire vient du Canada. Ils sont vraiment très avancés là-dessus. Et oui, ça c'est vrai. Donc ce sont des gens de Québec ou ça c'est Québec, plutôt... voilà, de Montréal, Québec. Ouais. Et du coup, avec la coopération en Tunisie, j'ai travaillé avec, à l'époque, le chef du département de la médecine communautaire, c'était Mansef Mazouki, qui par la suite est devenu président de la République de Tunisie pendant pas longtemps. Mais j'ai gardé d'excellents contacts avec cette faculté et les enseignants, et j'ai été invitée pour le 40e anniversaire dernièrement. Et je pense que nous avons vraiment beaucoup de choses à partager. La faculté de médecine de Sousse, en particulier le département de médecine communautaire, a fait beaucoup de progrès dans l'avancement de la médecine, la conception de la médecine, une médecine globale, hein, l'approche communautaire et la médecine, comme tu le sais et comme tu le pratiques, le global health, hein, ouais, la santé globale. La santé globale. Avec une approche santé unique, le One Health. Le One Health, exactement. Exactement. Et aujourd'hui, je retrouve ça à Montpellier et ça me fait très plaisir parce que j'ai toujours prôné cette approche-là que Montpellier n'a pas. Notre faculté de médecine, c'est la plus vieille peut-être, mais elle est restée encore très mandarinale, si tu veux. Hein, c'est-à-dire, il y a les professeurs qui te parlent
ex-cathédrale de leur chair, tu ingurgites, ils sortent leur enseignement, toi tu ingurgites et tu régurgites à l'examen. Bon, je m'excuse de parler comme ça, mais c'est vraiment caricatural, tu vois. Tandis que là, en Tunisie, j'ai eu la chance d'être dans un autre concept de l'enseignement de la médecine, où nous, les enseignants, on est, comment dire, notés par nos étudiants, évalués par nos étudiants. Donc si on enseigne mal, eh ben, voilà, et donc il y a une mauvaise note voilà, par voilà. les étudiants. Absolument. Et ça, j'ai beaucoup appris. Une leçon de modestie. Hein, se remettre en question, hein, respecter les jeunes. Ça, j'ai énormément appris. Et c'est par la suite, en vivant cette expérience, que je me suis aperçue que la formation qu'on a, nous, ne fait pas suffisamment, donne pas suffisamment de place aux sciences humaines, hein, à la communication. Pourtant, un médecin. Et la science sociale. Les sciences sociales. Pourtant, un médecin, c'est le rapport du médecin au malade. Et quand le médecin a confiance au médecin, il est déjà à moitié guéri. Ça, non, mais ça c'est aussi reflété dans le concept ou la définition de la santé. C'est pas seulement les maladies, mais c'est aussi l'aspect bien-être, les contacts entre les hommes, tout ça. Donc, absolument, ça, absolument. Et c'est comme ça qu'après mes études de médecine, j'ai fait à peu près Bac plus 15, en faisant santé publique, médecine du travail, médecine tropicale, pédiatrie préventive et sociale, etc. J'ai fait plusieurs spécialités. Mais le manque de formation, je le sens au niveau des sciences humaines. J'ai donc fait un DEA de sociologie de la communication à Paul-Valéry. C'était quand ça, ton DEA? Dans les années 80 ou voilà, 90 par là. Oui, en revenant de Tunisie, j'ai fait ce DEA pour pouvoir compléter ma formation. Et après les leçons que j'ai eues et que j'ai appris, des insuffisances quand je m'occupais des internes, de l'encadrement des internes, de la faculté de médecine de Sousse. Et ça, c'est une expérience que je trouve absolument... je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette expérience. D'ailleurs, quand je suis rentrée à Montpellier... Après 16 ans. Le professeur Henri Pujol, qui était le président d'honneur fondateur de l'association, et qui est un grand patron de Montpellier. Pour moi, c'est le Montpellierin le plus important, le plus emblématique de notre ville. Il organisait chaque année un colloque de formation continue des médecins généralistes sur la cancérologie. Et une année, il m'a dit, bon, écoute Anna, cette année, est-ce que tu peux nous faire une communication de notre colloque annuel? Alors j'ai dit, d'accord, professeur Henri Pujol, je suis d'accord, mais ce sera sous une forme spéciale. Je me dis, quelle forme? Je vais évaluer votre colloque. Tu vois, c'est la leçon que j'ai appris. Donc, quand les étudiants ont évalué ton cours en Tunisie, là, tu vas évaluer son cours. Alors je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes sûr que chaque année que vous organisez ce colloque, des cancérologues qui parlent aux médecins généralistes, qui sont proches des malades sur le terrain, atteints de cancer, est-ce que le message passe bien? Est-ce que ils ont le message a le contenu qu'attendent les médecins généralistes? Voilà, ce serait intéressant de savoir, d'accord? Et donc j'ai fait un questionnaire d'évaluation de ce colloque, dont j'ai sorti les résultats. Et je peux t'assurer que l'année d'après, le colloque a été organisé complètement différemment. C'est vrai? Voilà, complètement. Et du coup, ce sont les médecins généralistes qui sont sur la scène et les cancérologues en bas. Tu vois? Parce que jusqu'à présent, ce sont les cancérologues qui prêchent la bonne parole de leur savoir et les pauvres médecins généralistes qui sont là, on essaie de comprendre. Mais ça ne les atteint pas. Ça n'atteint pas les objectifs qu'ils ont et leurs soucis au quotidien. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas de motivation. Il faut trouver l'intérêt. Mais du coup, quand on a changé la manière de fonctionner, c'est eux qui sont là qui disent moi j'ai besoin de savoir ça, quelle est la réponse. Donc on a complètement inversé le rapport
de la communication et de ces journées de formation continue des médecins que professeur Pujol organise tous les ans. Donc, professeur Pujol, donc, il a enseigné à la faculté de médecine de Oui, Montpellier. oui, c'est un grand patron de la faculté de médecine de Montpellier, un cancérologue, et maintenant il est à la retraite. Il a 2 fils qui maintenant aussi sont spécialisés dans la cancérologie, et c'est comme un papa pour moi, c'est quelqu'un de formidable. Je l'ai reconnu, disons, quand il est venu en Tunisie pour faire des cours, parce que la Tunisie invite des professeurs de la faculté pour venir faire la formation, et on s'est retrouvés. Et je me rappelle, à l'époque, c'était la guerre du pain, enfin c'était une période assez troublée en Tunisie, il n'a pas pu faire son cours, et donc il restait avec moi, on discutait, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, et qu'il a dit, bon ben écoute, il faut absolument que tu reviennes à Montpellier, et que tu sois médecin conseiller du recteur de l'académie, et moi je vais créer le centre Épidore pour la prévention des cancers. Ah oui, donc j'ai vu tout à l'heure dans ton mémoire de DEA, lui, il était le membre du jury de ton DEA. Voilà, voilà. Ouais. Avec le doyen Claude Solassol, à qui je dois beaucoup et qui malheureusement est décédé aujourd'hui, n'est plus là. Et je l'ai fait sous la direction d'Alex Micheli, qui est un sociologue très connu. Donc c'est un peu le cursus. Ouais, d'accord, voilà. Et là, écoute, là, maintenant, je voudrais parler d'une autre chose. Il y a 2 ans, je crois, tu m'as amené à la fac de médecine ici à Montpellier, et tu m'as amené dans la salle des actes, où les étudiants, les futurs docteurs soutiendront leur thèse de médecine, et tu m'as montré une table qui porte le nom de ton grand-père. Alors, dis-moi un petit peu, ton nom c'est Anna, voilà. Et je te vois toujours comme une Vietnamienne, ma compatriote, mais en fait, t'es française. Comment ça a débuté l'histoire de ta famille au Vietnam, qui était là, pourquoi tu es venu ici, pourquoi tu as fait tout le cursus, c'est quoi les origines du Vietnam pour toi? Ah ben alors là, il faut remonter loin. Bon, pour tout te dire, mon arrière-grand-père, Alfred Richardson, était l'un des premiers colons français au Vietnam. Donc il est venu là-bas, il a épousé une Vietnamienne, la plus jolie fille du village, bien évidemment. Malheureusement, elle ne sait ni lire ni écrire. Et c'était où ça? C'était à Quảng Nam. À Quảng Nam, c'est Quảng Nam, Da Nang maintenant. Da Nang, voilà. Et malheureusement, il est décédé de paludisme très jeune. Ils ont un fils, c'est mon grand-père, Paul Richardson. Voilà, un seul fils. Or, mon grand-père, comme ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire, on ne connaissait pas, enfin mon grand-père, un jour, des amis de Alfred voient sur la place un beau petit métis, un petit garçon. C'était Paul? Métis, oui, sur la place, c'était Paul. Alors ils ont dit ça, c'est certainement le fils d'Alfred. Et donc. Mais pourtant, le nom, ça fait allemand, ça, Alfred. Non, il n'était pas d'Allemagne par hasard? Non, pas du tout. On s'est aperçu qu'il était plutôt d'origine française et écossais. Enfin bref, on est en train de rechercher un peu les origines. Et donc, il a aidé mon arrière-grand-mère à faire les papiers nécessaires dont mon grand-père, Paul Richardson, a pu avoir une identité. Bon, il s'est intéressé à la religion, il est devenu pasteur. Et pour les Vietnamiens, c'est Mục Sư Duy Cát Lâm. Ok, d'accord, on lui a donné un nom vietnamien. Un nom vietnamien. Mais c'est le pasteur Paul Richardson. Et du coup, il est venu à Dalat et il a construit le temple protestant de Dalat. Ah, ok. Le temple protestant de Dalat, qui aujourd'hui existe toujours et s'est même agrandi. Et il a également construit l'école biblique de Nha Trang. Voilà. Et je ne sais pas si... De Nha Trang ou de Dalat? Non, de Nha Trang. De Nha. Oui, donc le temple protestant de Dalat et l'école biblique de Nha Trang. Ah, d'accord. Voilà. Et c'était quand ça? Tu sais à peu près? Dans les années... Ça doit être... J'ai pas des dates précises en tête, mais ça doit être dans les années
voyons, dans les années 50, Hmm. vers là, tu vois. Non, mais Mais tu moi, étais là pas déjà. exact, hein. Non, tu étais là Non, déjà. moi je suis née en 43. 43. Donc, Anna, tu as l'âge de mon père. Ah, Ouais, j'ai l'âge de ton papa. ouais, mon Mais papa, tu vois. il est né en 43. Donc, malheureusement, il est décédé, comme tu sais. Ouais. Pas un cancer. Donc, on a parlé du cancer et tout ça. Donc, il nous a quittés il y a quelques mois. Ben, écoute, toutes mes condoléances. En tout cas, il a un Merci. fils formidable là, qui va continuer. Merci. Bon, donc Paul, il a construit le temple, Voilà, il le a construit protestant, un hein, temple temple protestant, oui, un ouais, temple protestant ouais. à Dalat et l'école biblique de Niatran où on formait les jeunes futurs pasteurs, tu vois, Mhm. futurs pasteurs. Voilà. Et ce qui est marrant, enfin, le hasard faisant bien les choses, parce que moi, pour moi, j'ai une définition du hasard, c'est le véhicule qu'emprunte Dieu quand il veut voyager incognito. Mais ça, c'est compliqué pour moi de comprendre ça. C'est un proverbe, ça, c'est Non, non, quoi? non, c'est une définition du hasard qui vient de Einstein. Ok. Tu vois, mais que j'aime beaucoup. Le hasard est le véhicule qu'emprunte Dieu quand il veut voyager incognito. Et alors, dans toute ma carrière, dans toute ma vie, à chaque fois que je rencontre quelqu'un où il y a un événement, je dis c'est pas possible que ça se passe comme ça pour que je rencontre un tel dans telle circonstance, mais c'est le pur hasard. Mais il y a une force divine derrière qui a fait. C'est pour ça que cette définition, pour moi, elle est très. Super. Ouais, voilà, Ouais. le hasard qu'importe le Dieu, hein, que ce soit Bouddha, que ce soit le Christ, que ce soit Jésus, que ce soit. Voilà. Mais qu'emprunte Dieu, ton Dieu, quand il veut voyager incognito. Ouais. Donc, le Paul, il a passé de bon temps d'Alat alors. Oui, il a été pasteur à Dalat, mais il a fait aussi de l'horticulture fleuriste. Il avait acheté un terrain à Dalat de 4 hectares 5 à côté du lac. Du lac de Rosenheim. Voilà, où on cultivait des légumes, horticulteur fleuriste, des légumes et des fleurs pour Saigon. Voilà. Alors, donc, Après, c'était où le village de Dalat à l'époque? Alors, parce qu'en fait, là, c'est Rosenheim, le lac de Rosenheim, c'est plein centre. Oui, Donc, oui, c'est juste vous à avez côté. eu quand même Oui, 4 hectares au 4 hectares centre-ville. 5 au centre-ville, Oh là là. à côté du golfe de Dalat. Hein. Ouais. Tu sais qu'à Dalat, il y a un golfe l'un des plus grands golfs du sud-est asiatique d'ailleurs. J'aimerais bien y jouer un jour. Non, ça fait partie de nos objectifs de pouvoir rénover ce golfe et de faire dans le développement de Dalat un pôle d'attraction important. Tu vois. Donc du coup, Paul, il est là, donc en fait, il a agrandi la famille. Comment ça se passe? Combien de frères et sœurs? Oui. Bon, il a eu 5 enfants. Mon père est l'aîné, Jean-Pierre, il est l'aîné. Et bon, tous les autres, maintenant, ils sont tous décédés. Il reste plus, papa, bien sûr, aussi. Et il reste plus que le petit dernier, mon oncle Jacques, qui est encore vivant. Mais sinon, ils sont tous partis. Il est où maintenant, Jacques? Jacques, il est à Besançon. À Besançon? À Besançon. Oh là là, c'est ma deuxième ville. Moi, j'ai fait les études à Besançon. C'est pas vrai? Oui, j'ai vécu là-bas plusieurs années. Oui. Mon Jacques est à Besançon. Et donc maintenant, bon, nous sommes 10 frères et sœurs, donc je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Et bon, nous sommes. Ma sœur Andrée est décédée à Londres, mais les 9 autres sont encore là. Et nous sommes un peu dispersés un peu partout dans le monde, comme la diaspora, tu sais très bien. Mon père est venu à Montpellier, en France, en l'an dans 1963. Non pas à titre de rapatrié, puisque comme nous sommes de nationalité française, il est revenu parce qu'il voyait en 61 que sa fille aînée partait. En 62, c'est la deuxième qui part. Après, il dit, même si vous allez tous partir, qu'est-ce qu'on reste là ici? Donc, il a demandé le rapatriement. Et ça fait que toute ma famille est venue en France, tout d'abord. En France, au titre de rapatriement. Et voilà, donc on s'est retrouvés tous là. Et en cherchant dans les papiers, j'ai eu l'agréable surprise et avec beaucoup d'émotion de voir que ma mère,
Bon, elle a eu la médaille de la famille française, oui, pour avoir élevé 10 enfants. Mais surtout, j'ai trouvé des papiers comme quoi elle est élevée au titre de chevalier de l'ordre du mérite pour avoir élevé 10 enfants. Oh là Ah, là. j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours, en fouillant le papier, qu'elle avait ça. Mais elle s'en foutait éperdument à l'époque. Ouais. Elle parle français, Oui, maman? elle parle français. Ok. Mais elle s'occupait de nous. Ouais. C'est une maman. Ah, mais 10 merveilleuse. enfants, ça, c'était C'est un une beau maman boulot pour elle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on reconnaît le mérite de la femme au foyer. Mais tu imagines? Ouais, c'était une Je- belle bah, c'est reconnaissance. incroyable. C'était par le président de la République, C'est le ministère des Affaires, enfin je ne me rappelle pas très bien, mais Ouais. en tout cas, j'ai regardé dans les papiers officiels, dans les bureaux officiels, elle avait la médaille de l'ordre du mérite pour avoir élevé pendant 38 ans 10 enfants. Ah ben, j'ai trouvé ça, mais c'est une découverte. Donc, t'es arrivé en France, à Montpellier, en 61. 61, oui. Oh là là, donc ça fait 62 ans. 62 ans. T'es là. 62 ans. Oh là là, donc t'as Ouais. passé Ah, je 2 suis fois plus de temps, Montpelliéraine. 3 fois plus de temps que Ouais, t'as vécu au Vietnam. Ah oui, oui, Montpellier est pour moi une ville d'accueil. J'adore cette ville. Je trouve cette ville extraordinaire. Ok, mais reviens, donc du coup, Paul il est resté au Vietnam. Oui, Ok, et toute ta famille, elles sont parties. voilà. On est parti. Ouais. Et d'ailleurs, mon grand-père est décédé 1 an après le départ de toute la famille. Donc, il était tout seul quand il est mort là-bas. Et ça, c'est vraiment triste pour nous. Hein. Il était tout seul. Il a été à la clinique du docteur Soyer, qui avait une clinique à Dalat, une clinique d'ailleurs très connue. Et le docteur Soyer a été, après, quand j'ai créé Adali, il était un vice-président d'Adali. D'accord. Malheureusement, il est décédé il n'y a pas longtemps. Mais c'est un Français. il me disait, c'est un Français, oui, Ouais. c'est un médecin français. Et il me disait toujours, Anna, je me rappelle de ton grand-père, du dernier souffle de ton grand-père quand je l'avais dans mes bras, mais c'est un saint homme. Tu vois. Et là, c'est le. Et aujourd'hui. Ça tombe est encore là, à Dalat? Il avait été enterré à un moment donné au cimetière de Dalat, un cimetière, puis après le cimetière a été rasé pour pouvoir construire autre chose. Et du coup, tous les corps ont été repris par la famille, et le corps de mon grand-père a été brûlé, donc on a incinéré, ouais. et ses cendres sont maintenant dans le lac de Dalat. Ah, d'accord, dans le lac Dans le lac de de Dalat. À côté de son terrain. Voilà, dans le lac de Dalat. Mais moi, tu vois, un corps dans le lac, la postérité ne peut pas deviner où il est, qui il est, etc. Bien sûr. Donc j'ai fait graver des bancs à son nom au temple de Dalat. Ouais. Au temple de Dalat, pour que les enfants, les petits-enfants puissent savoir qui était leur grand-père. Donc son nom est là. Son nom est là sur les bancs. Sur les bancs autour du temple qu'il a construit. Ouais. Donc du coup, lorsque ta famille est partie, comment ça s'est passé pour ce terrain-là, 4 hectares? Bon, écoute, je pense que de toute façon, au point de la législation vietnamienne fait que bon, ça appartient, ils ont pris ces terrains, mais il semblerait qu'on peut encore demander la restitution. Moi, j'ai tous les papiers officiels, mais nous y avons renoncé parce que sur ce terrain, maintenant, est construit beaucoup des villas, des bureaux, les gens qui occupent ça. etc. Ouais. Et donc, on ne peut pas les mettre dehors. Mais c'est énorme, 4 hectares de Dalat, à alors, côté du lac. Ah ben oui, mais si on met toutes les constructions, tous les gens qui habitent là, et qu'il faut les indemniser, etc., bon, c'était trop, alors on y a renoncé. Et de toute façon, ça reste pour nous. Vous n'êtes pas là, en tout cas. Ouais, voilà. Donc, mais c'est pour te dire que Dalat a pour nous vraiment de gros souvenirs de nos origines. Ouais. Mais tout ce que je sais que mon grand-père, qui a été donc à l'origine de notre implantation à Dalat, ses cendres sont dans le lac. Et j'ai dit à mes enfants, quand je serai morte, moi, j'aurai mes cendres
La moitié sera à Montpellier, l'autre moitié dans le lac de Dalat. Ça y est. Et tu vas te rejoindre ton grand-père, Paul, Voilà, sur le lac. absolument. Oh ouais, bon, Ça a été ça, ouais. c'est beau comme idée. Parce que mes parents, ils sont à Gramont, dans le jardin du souvenir. Ok. Leurs centres sont dans le jardin du souvenir. Et C'est là où aussi, ça? C'est où ça c'est déjà? à Gramont, D'accord. à Montpellier. Ouais. Alors là aussi, c'est une question que je me pose. Le jardin du souvenir, bon, ben, les gens mettent leur centre, mais on voit leur nom nulle part. Ouais. Tu vois? Et si les enfants, les petits-enfants ne le savent pas, ils ne sauront pas comment aller leur rendre hommage, tu vois? Ouais. Et j'aimerais qu'un jour, Montpellier décide de faire une sorte de plaque où on met les noms, au moins qu'on inscrit les noms des gens dont les cendres sont là. Ouais. Voilà, c'est quand même plus juste, Ouais. tu vois? Ouais, tu laisses quelque chose comme trace. Comme trace. Tu occupes pas la place, mais quand même, ton nom, le nom est là. Ben voilà, Donc, le nom est là, oui. Moi, j'en ai parlé un jour, j'étais avec Claire Hart, mon amie, là, qui maintenant est aux relations internationales. Et je lui parlais de ça, elle m'a dit, écoute, tu as parfaitement raison. Quand je serai en responsabilité, j'en parlerai. Je voudrais en parler à Michael Delafosse actuellement. Le maire actuel, pour qu'il puisse imaginer quelque chose pour le devoir de mémoire. Surtout que lui, il est historien, donc il est professeur. Il est professeur d'histoire géo, il doit être sensible à ce genre de choses. Quand j'ai créé les Amis de Dalat sur les traces de Yersin, c'est un peu un devoir de mémoire. Et tu vois, pour rappeler la vie de quelqu'un qui Je regarde si ça continue et on parle de Yersin. Non, mais ça continue très bien, c'est parfait. Voilà. Bon, bah c'est super. Donc, en fait, du coup, là, je commence à comprendre pourquoi tu es venu ici, ta famille d'origine du Vietnam. Donc le grand-père, le arrière-grand-père, c'est ça, on dit ça en français. Et le grand-père, le grand-père n'est jamais venu en France. Non, il n'est jamais venu. Ah, justement, tu posais la question à propos de la table. Oui. Oui, voilà. Et cette table, donc, mon papa l'a amenée du Vietnam, de Dalat, quand il est venu dans le déménagement. Et en l'an 2002, c'était le centenaire de la faculté de médecine de Hanoï, qui a été créée donc, par Paul Doumer, qui a demandé à Yersin d'être le premier directeur. Tu vois? Le premier doyen, le directeur. C'est devenu une faculté, donc on appelle doyen. Mais à l'époque, c'était le directeur de l'école de médecine. Et Yersin on peut dire qu'il a fondé la faculté de médecine d'Hanoï en 2002. Ça, c'est vrai. 2002. D'accord? Et cette année-là, avec l'accord de mon père, on a offert cette table à la faculté de médecine de Montpellier pour commémorer ce centenaire. Et actuellement, cette table sert pour les soutenances de thèse. C'est-à-dire que le serment d'Hippocrate que les futurs médecins doivent prêter avant de devenir médecin, ils le font sur la table de mon grand-père. D'accord. Et ça, c'est vraiment pour moi un honneur extrême. C'est vraiment une reconnaissance que j'ai envers le pasteur Daniel Bordreuil, puis tous mes professeurs qui sont passés. La faculté de médecine vient de fêter ses 800 ans et c'est la plus vieille faculté de médecine du monde en exercice. D'autant plus honorifique. Et quand on a donné cette table, la cérémonie était faite avec le doyen Jacques Touchon et avec Daniel Minsen, le petit-neveu d'Yersin. Oui, que j'ai rencontré. Voilà. Et avec Madame Nguyen Thi Tay Cham, qui est la présidente de l'association des admirateurs de Yersin de Khanwa. Et Cham, elle était directrice de l'Institut Pasteur de Nha Trang. C'est ça. Donc elle est venue et j'ai encore les photos de cette cérémonie très émouvante où on a offert cette table. Et voilà. Alors, c'est une sacrée histoire parce que tu as fait les études là-bas et tu as soutenu ta thèse aussi là-bas dans la même salle. Oui. J'ai soutenu ma thèse en 68, figure-toi, pendant les événements de mai 68. Alors je me rappelle, j'étais interne à l'hôpital d'Avignon. Il a fallu mendier 10 litres d'essence pour faire Avignon-Montpellier pour présenter ma thèse.
C'était pendant les événements. Ouais. Et par Il n'y a la pas de suite, train, il n'y a pas de tram, de train à Séville? non, non, tout était en grève. Moi, Ah, d'accord. j'avais ma Ah, petite 68, voiture. mai 68. C'était mai 68. Ouais. Et alors, je me rappelle, bon, dans la salle de thèse, il n'y avait que mon papa et ma maman. Personne n'a pu venir. Ok. Il y avait les jurys de Ouais. thèse. Et alors, par la suite, quand ils ont décidé que tous les gens qui font leur diplôme en mai 68, ça vaut rien du tout. Ouais. C'est bon, ça veut dire que ma thèse ne vaut rien du tout. Oh, mais donc, du coup, la table, depuis. Elle n'était pas là Depuis, encore, ouais, la 68. table n'était pas là, mais donc, ça fait. Il y a 20 ans que la table est là. Oui, oui, Ça, elle est là en c'est un honneur. 2002. Depuis Ah, ça, 2002, elle est là. D'accord. Alors, sur cette table, il y a quelque chose que j'aime beaucoup redire. Malheureusement, on ne l'a pas mis sur la plaque. Yersin, il dit ceci: je considère la médecine comme un sacerdoce, au même titre que le pastorat. Car demander de l'argent pour soigner un malade, c'est un peu lui dire la bourse ou la vie. C'est pas beau? C'est très beau. Et ça, c'est ce qu'elle c'est a Yersin. écrit à sa maman. C'est sa maman. Voilà, Dans une donc lettre, j'ai lu cette lettre. t'as lu, voilà. Ouais, j'ai lu cette lettre. Voilà. Et ça ressemble un peu au serment d'Hippocrate, hein. Mm. Voilà. Mais pour moi, d'où encore un symbole important, tu vois, cette table qui représente. Parce que Yassin a une vie incroyable au point de vue. C'est un médecin qui a une vie exemplaire, tu vois. Oui, ça, c'est vraiment Et un c'est symbole. dommage qu'il est si peu connu. D'ailleurs, comment j'ai découvert moi-même, j'étais toute honteuse quand j'ai découvert, quand je suis revenue au Vietnam après 32 ans, suite à... Et voilà, donc voilà. là, tu nous parles comment Voilà. ça vient l'idée d'établir cette Voilà. association. Alors c'était je me rappelle, c'était en 1992, j'avais vu à Antenne 2 une émission qui s'appelle Enfants de personnes. Et cette émission parle de Christina Noble, qui est une orpheline irlandaise de la ville de Dublin, qui a vécu dans la rue, qui a connu les pires vexations dans la rue, de la misère. Avec ça, au lieu de se venger de la vie, elle part au Vietnam. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi le Vietnam, je me demande d'ailleurs. Avec $200 en poche, elle décide de s'occuper des orphelins du Vietnam pour ne pas qu'ils connaissent son sort. Et quand j'ai vu cette émission qui m'a vraiment émue, j'ai dit, mais écoute, toi, tu es originaire du Vietnam, tu fais rien, alors qu'une personne comme ça, une Irlandaise, fait ça. Alors. Du coup, ça m'a motivée de retourner au Vietnam pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour la première fois? Pour la première fois, oui. C'était donc, en 1980. Donc, du coup, après une trentaine d'années. Voilà. C'est cette émission de Christina Noble d'Antenne 2 qui a fait le déclic, quoi, si tu veux. Donc, je m'en vais au Vietnam. La première visite que j'ai rendue, c'est auprès de l'orphelinat de Christina Noble à Saigon. Et c'est là où elle me montre toutes les orphelins qu'elle a, et dont la plupart sont des victimes de l'agent orange. Et c'est là que j'ai découvert le drame de l'agent orange pour la première fois. Elle me montre un enfant qui s'appelle Minlok, qui est qui a beaucoup d'anomalies, mais surtout il a ce qu'on appelle une gueule de loup. La gueule de loup, c'est le bec de lièvre bilatéral. Quand tu as un bec de lièvre comme ça, si tu es de côté, on appelle gueule de loup. Et elle me dit, si nous au Vietnam, ils peuvent opérer le bec de lièvre, mais ils ne savent pas le gueule de loup. Alors si tu peux l'amener à Montpellier, c'est une bonne chose. Et ça, je suis rentrée à Montpellier et j'ai fait mes démarches pendant à peu près 1 an avant d'obtenir une aide du Rotary Club, de la clinique Saint-Jean avec Madame Ginelle, je ne me rappelle plus son nom. Et donc j'ai pu faire venir cet enfant accompagné d'une pédiatre. Et cet enfant a été opéré à la clinique Saint-Jean par le docteur Gary Bobo en particulier. Ils étaient 3 chirurgiens autour de lui. Pendant 6 heures, il a failli mourir au moins 2 fois. Voilà. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Et il a été reconstruit, très bien reconstruit. Il a retrouvé son sourire.
grâce au docteur Gary Bobo, qui est un chirurgien très connu à Montpellier. Et au bout d'un mois, pendant ce temps, j'organisais des stages pour le docteur Tan en pédiatrie, la pédiatre. Au bout d'un mois, ils sont retournés au Vietnam et Minh Doc a retrouvé son sourire. Il semble qu'aujourd'hui, c'est un beau jeune homme qui travaille dans les champs et j'aimerais retrouver sa trace. Donc, tu n'as pas gardé contact avec. T'as pas pu garder contact avec. Je n'ai pas pu garder, mais le docteur Gary Bobo aimerait avoir une photo de voir. D'accord, de Minh Doc. Oui, voilà. Donc, ça, c'est ouais, donc, en 94, voilà. 84, 93, c'est ça 83. Voilà. 93. Donc, si tu peux faire quelque chose dans ce sens, retrouver sa trace. Oui, on peut lancer ce message, peut-être, de trouver Minh Doc quelque part pour toi et pour le docteur. Tout à fait. Montpellier. Mais c'est là où j'ai découvert le drame de l'agent orange. Et par la suite, on a continué à travailler sur ça. Et j'ai en particulier lancé la grande couverture solidaire des victimes de l'agent orange avec la maison de retraite protestante où se trouvait mon oncle Joseph, qui était aussi une victime de la guerre et qui était handicapé mental et physique et qui passait son temps à tricoter pour voilà. Et du coup, dans le cadre de la journée mondiale du tricot, on a lancé une opération pour parler, pour faire connaître le drame de l'agent orange. On a fait une couverture. À Dalat, on a fait tricoter l'autre moitié par des handicapés de Dalat. Et la couverture, on a relié les deux morceaux de couverture, très symboliquement. Elle fait 320 mètres carrés. Ah oui, c'est ce que tu m'as montré lorsqu'on était à Dalat. C'est ça. Sur le terrain, là, à côté de la salle de conférence. Tout à fait. Mais dis, lorsqu'on parle de l'agent orange au Vietnam, bien sûr, on parle de Madame Trần Tô Nga de Paris. Donc ça, c'est quelqu'un qui est en contact avec toi aussi. Ah oui, absolument. On est en contact et j'admire beaucoup Trần Tô Nga. Elle a écrit son livre biographique Ma terre empoisonnée. Et en ce moment, elle est en train de faire un procès contre Monsanto. Elle est toute seule. Elle n'a pas toujours, elle n'a pas gagné encore. Hein? Non, pas encore, mais c'est le combat de David contre Goliath, ça c'est sûr. Mais je dis, tu sais, David contre Goliath, mais qui a gagné à la fin, c'est David. Donc, vas-y, continue. Nous, on continue à soutenir. Et là, maintenant, elle est rentrée dans notre association Adali et dernièrement, elle a représenté notre association aux assises de la coopération décentralisée à Hanoï au mois d'avril dernier. Donc, on continue vraiment à la soutenir. Et elle est un symbole de l'amitié franco-vietnamienne, de la lutte. Des liens qui unissent les deux peuples. Oui, lorsque j'étais étudiant à Besançon, on a soutenu aussi Trần Tô Nga parce qu'en fait, il y a des activités au sein de la communauté vietnamienne pour la soutenir pour ce procès dont tu parles. Donc écoute, Anna, maintenant, notre intérêt commun, c'est IACSIN. Et je dois vraiment te remercier parce que grâce à toi, que je suis vraiment rentré dans le cercle avec les personnes qui sont intéressées à IACSIN. On voudrait aussi promouvoir cette image pour le Vietnam, mais aussi pour la France et pour la Suisse et pour le monde, parce que ça c'est quelqu'un d'importance pour la francophonie. Donc je voudrais te demander comment tu as commencé avec cette association. Tu es la présidente fondatrice de l'association. Tu es toujours actif, tu as beaucoup d'énergie, de mettre les gens ensemble pour travailler sur cette idée. Alors, raconte-moi. Alors, comment j'ai créé cette association? Mais d'abord, après avoir vu les orphelins chez Christina Noble, je suis allée à Dalat pour revoir mon lycée, c'est normal. Oui, lycée de Dalat, on va parler de ça aussi, voilà. Parce que ça c'est... Pour revoir un peu où j'ai fait mes études, et bien sûr, je vais au lycée Yersin pour voir ce qu'il est devenu. Et puis je dis, mais lycée Yersin, mais qui est Yersin? Et pourquoi ça s'appelle Yersin? Mais à ton époque, le nom du lycée déjà était lycée Yersin. Lycée Yersin, voilà. Et même toi, tu as fait les études là-bas. Et je ne sais pas qui est Yersin. J'ignorais. Et en plus, je suis médecin. Et je sais que le bacille de la peste, c'est Yersinia
Pestis. Yassina Pestis. Hein? Yassina Pestis. Je vois ce lycée. Je dis, mais comment ça se fait que personne ne nous a jamais dit qui était Yersin et pourquoi notre lycée s'appelle Yersin, tu vois. Et quand j'ai découvert la biographie de Yersin, ce qu'il a fait, c'était la honte absolue. Je dis, en plus, tu es médecin conseiller directeur. Alors, à qui tu conseilles de ton ignorance? Mais je te dis un truc. Ma fille Tiling, elle était à l'école, au lycée Yersin à Hanoi aussi. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai fait les études et j'étais avec toi, donc je connaissais. Et un jour, je lui ai demandé, Tiling, est-ce que tu connais qui est Yersin? Pourquoi ton école porte le nom de Yersin? Et elle dit que non, je ne sais pas. Mais bon, elle avait 6 ans. Hein, mais bon, c'est pour dire qu'en fait, voilà, donc on voit des choses autour de nous, mais des fois on ignore. Hein. Ben, absolument. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qu'en rentrant, là, tu vois, c'était une leçon pour moi. Hein. C'était une leçon pour moi. Je dis, bon, ben, il y a le lycée Champollion. Est-ce que les élèves savent qui est Champollion? Il y a le lycée ceci. Bon. Je suis sûr qu'en fait, il y a des élèves qui ne savent pas non plus. Hein. Ah oui, oui. Non, mais si je ne veux pas, la plupart. Voilà. Donc je pense qu'il est important, moi j'ai pris la leçon, mais comme ça. Hein. Du coup, je dis, écoute, maintenant il faut absolument que tu crées une association pour faire connaître ça. C'est quand même la moindre des choses, tu vois. Et c'est comme ça que je suis allée voir, et c'était le recteur Blanchet qui était à l'époque, et je suis allée voir le professeur Henri Pujol, je lui ai dit, voilà, professeur Pujol, voilà ce qui se passe, j'ai envie de créer une association qui va s'intituler Les Amis de Dalat, mais sur les traces de Yersin, puisque c'est lui qui a découvert le site et qui est à l'origine de la ville de Dalat. Mais je ne suis pas connue, je n'irai pas bien loin. Est-ce que vous voulez être le président d'honneur fondateur? Il m'a dit, mais Anna, bien sûr, je ne connais ni Dalat, ni Yersin, ni le Vietnam, mais je te connais toi, alors d'accord. Professeur Pujol. Pujol, oui. Comment j'ai connu que j'étais médecin conseiller, enfin bref, comme il connaît mon cursus. Et il m'a dit, oui, comme je te connais, d'accord, je te fais confiance, j'accepte. Bon. Le lendemain, Raymond Aubrac me téléphone de Paris, disant, Anna, si vous créez une association au nom de Yersin, acceptez que je sois le parrain fondateur. Waouh, je n'en rêvais pas tant. Je me dis, bon, tu sais, Anna, tu n'as plus droit à l'erreur. Avec 2 parrains, avec 2 fondateurs. Alors du coup, voilà, c'est comme ça que l'association est née. Et de Dalat, il y avait le député Tang Han qui m'avait donc, qu'on vient de revoir dernièrement. Et voilà, de Dalat, c'était avec Tang Han, qui était à l'époque directeur de l'Institut de recherche nucléaire, qui a été député et qui est un polytechnicien de 59. Pour le Polytechnique de Paris. De Paris, oui. De X, un X59. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? À un moment donné, il m'écrit, il me dit, Anna, j'ai un enfant de l'Institut de recherche qui a atteint un cancer, on aimerait bien le sauver, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je vais voir Henri Pujol, qui me donne immédiatement 2 billets d'avion en disant, on fait venir l'enfant à Val d'Orel pour pouvoir le sauver. Oh là là. Voilà, ça a démarré comme ça. C'est bien. Et malheureusement, il est mort avant que... voilà. Et du coup, nos amis lui disent, bon écoutez, vous utilisez ces 2 billets et vous venez voir ce qui se passe au Vietnam, à Dalat, et vous nous aidez à créer l'association. Donc si tu veux, l'association est née à partir d'un cas précis. Voilà. Donc, pour moi, et avec les relations autour de toi. Voilà, Pujol, voilà, absolument. L'association est née comme ça. Elle est née comme ça. Et bon, il y a tellement de facteurs, disons, émotionnels, enfin, comment te dire, c'est pas sorti de quand même, tu vois, il y a plein de conjonctions des choses que je me dis aujourd'hui, donc du coup, ça c'est une association française en fait. Hein? Oui. L'Adali. Oui, oui. Nous l'avons créé, c'était dans le journal officiel de mai de 1994. Tu vois, et donc il est né officiellement. Donc c'est bientôt, tu vas célébrer bientôt 30 ans, hein, l'année prochaine. Oui, alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est l'objectif de l'association et quelques grandes lignes
des résultats que tu as menés avec les membres et toute l'association depuis une trentaine d'années? Oui. Alors, quand on a créé l'association, c'était donc pour faire connaître Yersin, bien sûr, premièrement, et deuxièmement, pour aider au développement de la ville de Dalat, qui est une ville qui est, tu sais, elle n'est pas connue, cette la ville de Dalat, c'est toujours pour Hanoï, pour Saigon, pour Hue, pour Les Dalat, grandes c'est villes, hein? une petite ville dans les hauts plateaux, Ouais. et en plus, comme elle ressemble beaucoup plus à une ville européenne, les touristes, ils viennent pas retrouver l'Europe en allant au Vietnam. Ouais. Donc, elle n'était pas vraiment dans le catalogue touristique. Ou dans les Ouais, priorités. dans les priorités. Mais par contre, c'est une ville incroyable au point de vue qualité de vie. Hein. Quand Yersin l'a découvert, c'était à la demande de Paul Doumer qui lui demande de trouver un endroit au climat clément pour pouvoir construire un sanatorium pour les colons français qui souffraient de la chaleur, parce que le reste du Vietnam, Ouais. fait très chaud, il fait très humide. Surtout dans Et le comme nord. voilà. Et comme ils ne peuvent pas tous les ans retourner chez eux en France, il faut leur trouver un endroit où ils peuvent se reposer. Et à ce moment-là, lorsque je lisais les lettres de Yersin, les Français, s'ils voulaient rentrer en France, ça prenait plusieurs mois, hein, Ah en bah bateau. absolument, Hein. absolument, absolument. Et c'est pour ça que Yersin a découvert à 1500 mètres d'altitude cet endroit extraordinaire où il y avait des pins, des lacs. La température, c'est 18 degrés tout le long de l'année. Vraiment, au point de vue. Et c'est là qu'il dit à Paul Doumer, ben voilà, c'est là que j'ai trouvé l'endroit. Ils ont commencé par un sanatorium et aujourd'hui, c'est devenu la ville de Dalat. Et d'autant plus que en juin 2015, c'est reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité, le pic du Lambian. Ouais. Tu vois? Et c'est là où je vois un clin d'œil, parce que Montpellier rêve de rentrer, d'être reconnu par l'UNESCO. Et Montpellier, la faculté de Montpellier, est classée par Shanghai parmi les premiers dans la recherche dans la biodiversité. Donc tu vois déjà l'axe de collaboration et de recherche. Hein. Toi qui maintenant tu travailles dans ce domaine-là au CJIAR, tu m'en diras deux mots, dans le cadre de la santé globale, dans le cadre de l'environnement, etc., ben, tu dois être très sensible à ce genre d'approche. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vraiment des opportunités aussi de renforcer la collaboration entre les institutions. Voilà. Et alors notre objectif était, mon objectif premier était de créer un jumelage entre Montpellier et Dalat, parce que Montpellier est jumelé avec, je sais pas, une douzaine de villes un peu partout, et pas encore en Asie. Oui, peut-être simplement à Shenzhou, hein, à Shenzhou, mais pour le Vietnam, donc j'aimerais, dès la création de notre association, on a parlé de jumelage entre Montpellier et Dalat, et d'autant plus que Yersin est d'origine montpelliéraine par sa grand-mère maternelle, Catherine Émilie Demol, qui est née à Montpellier. Donc, raison de plus, quoi. Il y avait une raison de plus. Donc, Yersin, il y a des racines, hein? Des racines en France. Absolument. Mais il est né en Suisse, il est revenu en France. Donc, il est parti pour la France pour les études et travailler la Suisse. Voilà. Okay. Donc, c'est quand même intéressant de voir ce cursus. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup pour la coopération décentralisée. Et dernièrement, aux assises de Toulouse, en 2019, on a pu impulser une commission de Occitanie avec le Lamdam. Tu vois? Ouais. Une commission Occitanie-Lamdam. Je remercie Carole Delga d'avoir autorisé cela. Mais Carole, c'est la présidente d'Occitanie. Oui. Ouais. Et malheureusement, il y a eu la parenthèse du Covid. Donc, il n'y a pas eu de suite vraiment. Voilà. Mais dernièrement, il y a eu les 12e assises qui s'est passé à Hanoï. Et j'espère qu'on va pouvoir booster, rebondir. Et monsieur Pierre Lacaze, qui avant de partir à ces assises, m'appelait, donc monsieur Pierre Lacaze représentait Carole Delga pour les assises.
il m'avait appelé en disant qu'à son retour, on va pouvoir étudier toutes les possibilités. Et je pense que nous, maintenant, Adalid a comme objectif de pouvoir travailler, construire à partir de tous les morceaux de Lego hein, que nous avons ramassés depuis 30 ans dans les différents domaines pour pouvoir construire cette coopération décentralisée et de co-développement. Hein. Parce que maintenant, ce n'est plus moi je donne, toi tu reçois, mais c'est du On fait ensemble. On le fait ensemble. On parle du partenariat. Voilà, ça c'est de partenariat et de co-développement. Ensemble, Je crois qu'il y a un vocabulaire qu'il faut qu'on change, il faut qu'on ait une autre vision. Tu vois, ce n'est plus l'époque coloniale, etc. Voilà. Et ce que je trouve formidable, c'est que le personnage de Yersin est vraiment un modèle du bon colonial, entre guillemets. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup de la colonisation en termes négatifs. Or, lui, et pourquoi est-ce que Yersin, il y a encore des rues, il y a encore plein de choses qui sont restées au Vietnam, alors qu'ils ont supprimé beaucoup d'autres noms, mais Yersin est resté le Hong Nam, il est l'équivalent du Bouddha pour certains. Oui, hein? Ouais, à Chuizao, là, tu vois. Voilà. Et là où il est enterré à Niatran, tous les 1er mars, il y a une cérémonie pour commémorer son... Ouais. Voilà. Avant de parler des résultats de l'association d'Adali depuis une trentaine d'années, en 2-3 minutes, est-ce que tu peux résumer pour nos amis là-bas qui est Yersin et qu'est-ce qu'il a fait pour le Vietnam et le monde? Qu'est-ce qu'il a fait Yersin pour le Vietnam? Bon, il est venu au Vietnam, il est né en Suisse, hein? Oui, il est né en Suisse, à Morges. Bon, il est parti au Vietnam alors que Pasteur voulait le retenir, hein, c'est un disciple de Pasteur. Et il a dit que ce n'est pas une vie que de ne pas bouger. Et ça, c'est le titre du film de Stéphane Klepp. Bonjour Stéphane, c'est une rurale. Oui, voilà, ce n'est pas une vie que de ne pas bouger. Il admirait Livingstone, hein, donc il est parti au Vietnam. Et il a découvert donc la ville de Dalat en bravant, il a failli être bouffé par les tigres d'ailleurs.